c'est Manuel Valls. Et il discourt le 9 avril, 2 jours donc après le début des commémorations du 20e anniversaire du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Et il dit que c'est un scandale de dire que la France a une quelconque responsabilité dans ce génocide. La France, la grande France des libertés, de l'égalité et de la fraternité. Et des droits de l'homme. Et 2 jours après, le ministre des Armées, qui est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, il est toujours là, fait un discours aux soldats, à l'armée française, et se porte garant de cette armée et dit que vraiment, vous pouvez être fiers d'être intervenu au Rwanda. Et en entendant ces 2 discours, on s'est mis d'accord avec Christine d'aller au Rwanda. On jugeait que c'était trop, c'était effrayant, surtout que personne ne réagisse en France, pas beaucoup de réactions. Et on s'est dit, il faut qu'on y aille, il faut qu'on voit, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Voilà, en tant que citoyen. Et donc, il y a toujours d'ailleurs une association à Dieulfi. Alors, Dieulfi qui a une longue histoire vraiment historique, c'est-à-dire il a été le lieu où des enfants juifs ont été sauvés des rafles par nos miliciens, par nos gendarmes, hein, voilà. Et c'était aussi le lieu où habitait un homme qui a joué un grand rôle et qui est fêté comme un héros au Rwanda, qui est un Français qui s'appelle Jean Carbonard, qui connaissait parfaitement le Rwanda et qui, peut-être vous vous en rappelez, vous en avez entendu parler, en 1993, c'est-à-dire 1 an avant le génocide, dit « il va y avoir un génocide au Rwanda ». La France a des responsabilités énormes, c'est elle qui arme, c'est elle qui forme, c'est elle qui aide par tous les moyens ce régime, qui est un régime raciste, fasciste. On a parlé de nazisme tropical. Et on peut arrêter ce génocide. En 1993, aux 20h, ce qui laisse rêveur pour ceux qui disent « Ah oui, mais on n'a rien vu venir, on a été débordé par la situation », qui est l'une des thèses, parce qu'il y en a de nombreuses, pour essayer de mettre un brouillard sur l'intervention française. Donc voilà, nous avons été là-bas avec cette association. Nous avons construit une école là-bas, une école primaire. Nous avons acheté des vaches. On a dit tout à l'heure l'importance des vaches au Rwanda. On était sur la foire, on a choisi les vaches, on a été les donner aux rescapés, parce qu'évidemment, un rescapé, beaucoup sont encore dans des situations difficiles socialement, et une vache, c'est le début de la richesse. Une vache, c'est le début de la richesse. Et maintenant, moi, je reçois des vaches parce qu'il y a la réciprocité. C'est-à-dire, vraiment, si vous êtes un Rwandais, et je me considère quelque part, puisque j'ai ma vache au Rwanda, je me considère un peu rwandais, un peu et même beaucoup, totalement avec ce peuple, et avec Christine, on s'est dit, on a été reçus, on a fait une fête, on a dansé, on a chanté. Les Rwandais chantent et les Rwandais dansent. Hein, voilà. Toute occasion est une occasion de chanter, voilà. Et de danser. La vache. C'est vrai. Et avec Christine, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors le premier acte qu'on a fait, par-delà le fait de contribuer à construire une école, à donner des vaches, on va en septembre inaugurer une école maternelle à Bicécéro, au début septembre. On s'est dit, il faut faire quelque chose en direction plutôt des Français. En direction plutôt des Français. Donc le petit recueil qu'on a fait,
c'est les héros de Bicécéro, mais nos héros, pas seulement les héros rwandais, les héros de l'humanité, les héros de l'humanité. Parce que ces collines ont été le lieu, vous le savez certainement, de l'acte de résistance collective le plus fort durant ce génocide, puisque plusieurs dizaines de milliers, on dit 60, 70 000 Tutsis ont convergé sur ces collines, il y en a plusieurs, hein, dont une centrale, ont convergé surtout au tout début du génocide, parce que le génocide prend feu, c'est là qu'on voit la préparation du génocide, c'est-à-dire dans tout le Rwanda quasiment, sauf à l'exception de Mutare, comme l'a dit Adélaïde, mais dans tout le Rwanda, dès le 7, les massacres se développent. Dès le 7, au soir. Le 8, le 9. Et donc, dès ces jours-là, les gens, les Tutsis, vont avoir, les Tutsis de la région, mais c'est vrai dans d'autres régions aussi, vont avoir des réflexes qui sont liés à l'histoire du Rwanda et à l'histoire d'un si long génocide. Parce que le génocide des Tutsis ne commence pas en 1994. Le génocide des Tutsis ne commence pas en 1994. Si les Tutsis convergent vers ces collines de Bicécéro, c'est qu'ils ont la mémoire et l'expérience de différents pogroms qui ont déjà eu lieu dès les années 59, dès cette fameuse révolution dite sociale avec des grands... dès 62, 63, où là, dans des régions, il y a des massacres génocidaires, puisqu'on tue les femmes, les enfants et les hommes, hein, c'est ce qui caractérise un génocide, c'est-à-dire c'est l'extermination jusqu'au dernier. Ce ne sont pas seulement des massacres d'hommes, etc. C'est vraiment l'idée d'exterminer jusqu'au dernier une population. Et évidemment, les enfants et les femmes sont particulièrement visés, puisque c'est eux qui vont reproduire la population désignée par le génocide. Oui, mais 62-63, Jean-Luc Galabert est en train de faire une thèse. C'est un anthropologue qui vit, lui, au Rwanda, là-bas, qui a fait un livre magnifique. Si vous voulez comprendre vraiment la culture rwandaise, il faut lire ce livre, qui s'appelle « Les enfants d'Imana ». Il y en a qui le connaissent, parce que Jean-Luc est venu le présenter. Ah bon, alors... Bon, Jean-Luc voilà. est venu le présenter. Mais enfin, tout le monde ne l'a pas rencontré. Oui, d'accord, mais donc c'est vraiment... Mais voilà, en 62-63, par exemple, il y a des massacres génocidaires. Il faut voir que le président de la République de l'époque, le premier de la Première République, annonce en 64, dans un discours, que si, par malheur pour eux, les Tutsis prenaient Kigali, donc dès 62, 63, ça serait la fin de la race. Il le dit en 64. Là encore, il faut mettre ça en regard des gens qui disent « on n'a pas vu venir ce génocide, c'est imprévisible ». Voilà. Donc, les gens vont vers Bicécéro parce que il y a une tradition de résistance à Bicécéro. C'est-à-dire les Bacécéros, les habitants de Bicécéro, les bergers, parce que c'est en montagne, avec leurs chapeaux, leurs feutres. J'essaye toujours d'échanger mes chapeaux avec les leurs. Ils ont des chapeaux, vous les verrez sur les photos qui sont à tomber, hein, pour ceux qui aiment les chapeaux, bien sûr. Ils ont des petites baguettes qui sont leur façon de driver le bétail. Ce sont des hommes merveilleux, des femmes aussi, bien sûr. Ont résisté, et particulièrement en 73, en 75, il y a eu des morts à Bicécéro. Et on sait, les Tutsis savent que les Bacécéros sont des gens courageux, sont des guerriers, et qu'il ne faut pas venir les chercher. Et dans les programmes, à part quelques morts qu'il y a eu, ils ont résisté et il n'y a pas eu de massacre dans la région. C'est pour ça que les Tutsis d'alentour
vont vers Bicécero, Mais ça veut dire qu'aussi, les Tutsis, malheureusement, savent à quoi s'attendre. Là, c'est pas seulement ce savoir que l'extermination est au bout de la logique des régimes qui sont là, est connu des Tutsis. Là encore, ceux qui disent mais on ne pouvait pas savoir, etc., c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et le deuxième lieu où ils vont, et qui va être pour eux l'enfer absolu, ce sont les églises. On en a parlé tout à l'heure. Ouais. Parce que dans les pogroms antérieurs, les églises étaient restées un lieu d'asile. C'est-à-dire, quand vous alliez dans l'église, vous étiez sauvés. C'était le rôle, dans le fond, qu'on a tous en tête, d'ailleurs. Bah, c'est un lieu neutre. L'église étant le lieu d'asile, le lieu d'asile normal. Sauf que cette fois-ci, c'était inversé complètement, c'était le piège. Et les génocidaires savaient ça aussi. Vous voyez, c'est sur des savoirs du génocide déjà que le génocide se développe. Et ils vont vers ces églises, en particulier dans la région de Kibouye. Et là, contrairement à ce qu'on dit, parce que c'est comme avec les Juifs, vous savez, on a dit les Juifs, ils ont été à l'abattoir comme des moutons. Vous savez, ça reste hein, dans l'esprit de la population. Et on dit un peu ça des Tutsis aussi. On dit ça un peu des Tutsis. Dans les églises, on a deux amis qui veulent, depuis 15 ans, essayent d'ouvrir un procès pour complicité de génocide de l'État français et de militaires français, plus exactement. Et ces deux amis nous disent, nous, on savait, quoi. On savait. Il y a comment Bernard, qui était le maire du district de Karangui, qui dit, moi j'ai vu en 93 des militaires français sur les barrières. Mais oui, c'est eux qui contrôlaient l'identité. Avec les milices et l'armée, les gendarmes rwandais, qui étaient ensemble, qui me triaient, les Français triaient eux-mêmes, ils prenaient la carte d'identité, ils disaient aux Tutsis, allez hop, et ils savaient ce qu'il advenait du Tutsi sélectionné ainsi, quoi. Donc ils n'avaient aucune illusion sur ce qui pouvait se passer. Et le 8, le 9, le 10, dans les villages donc des environs de Kibouye, à Kibouye même, dans le stade, dans les églises, les gens sont pris au piège. Par milliers, ils s'entassent dans les églises et ils subissent les assauts des milices. Et ils se défendent. Il ne faut pas croire que même dans les églises, ils se sont laissés tuer comme ça. D'ailleurs, pendant 4 jours, Bernard me disait, pendant 4 jours, nous avons repoussé les agresseurs. Jusqu'à ce que la défense cède, parce qu'on a dit les machettes, etc., mais il y avait des fusils, il y avait des grenades, il y avait des gaz lacrymogènes, c'est-à-dire... Hein, parce que cette idée, il n'y avait que des machettes, vous voyez là. Voilà. Non. Il y avait aussi des armes. Et donc, Bernard, lui, s'est échappé de l'église avec 9 amis. Il voulait rejoindre le Burundi par la forêt de Nongwe. Ils se sont fait prendre dans un traquenard. 4 des leurs sont morts. Et ils se retrouvaient dans la zone de Bicécero. Et c'est là qu'ils ont rencontré les Bacécéros qui leur ont dit, nous on se défend, venez. Et ils sont montés, et donc ça a été le fait de milliers et de milliers de Tutsis. Et il y avait tellement de savoir qu'ils se sont organisés réellement pour une défense collective. Avec un chef, un vieux, voilà, qui lui avait le savoir de la guérilla, de la façon de se battre, de la façon de préserver les populations. Et d'être son fils, hein, c'est deux héros de... Simon Caramera. Ouais. Et Siméon, lui, n'était pas le chef, hein, c'était un des adjoints du chef. Les deux chefs principaux sont morts durant le... Oui. Et Siméon, qui lui est encore vivant,
et faisait partie effectivement de l'état-major, en quelque sorte, de la bataille de Bicêtre. Alors on a beaucoup insisté avec Christine de le faire parce que, vous le savez peut-être, Bicêtre, du fait qu'il y a un débat quand même en France sur Bicêtre, moins sur l'ensemble du génocide, mais sur Bicêtre. Parce que les 3 derniers jours, il y a eu la non-intervention de l'armée française qui venait en fin de génocide, j'expliquerai rapidement. J'expliquerai rapidement dans quelques auditions. Mais nous, on a dit, là, on est en train de confisquer, quelque part, de nouveau, nous, Français, la bataille de Bicêtre. On se concentre tous sur les 3 derniers jours, et la lutte de 100 jours, ils ont lutté 100 jours contre leurs génocidaires, c'est comme si elle n'existait pas. C'est comme si, de nouveau, on dépossédait en quelque sorte l'histoire, et avec un risque, que moi j'ai souligné au dernier colloque, avec un risque que, comme tout, il n'y a qu'une seule instruction sur la complicité de génocide, c'est sur Bicêtre. Ce procès n'aura pas lieu, parce que les juges considèrent qu'il n'y a pas, contre les militaires concernés, suffisamment de preuves. On a des preuves. Non, mais pour l'instant, le grand risque, c'est qu'il y ait un non-lieu. Et ça peut se transformer en non-lieu sur la complicité de génocide généralisée. Oui, alors, Donc nous on dit attention, enfin moi je dis avec quelques autres amis, attention de ne pas se faire prendre à ce piège-là. Premièrement, de ne pas déposséder les Rwandais de cette lutte qui pour moi équivaut, mais avec une dimension beaucoup plus ample, à l'insurrection du ghetto de Varsovie. Quand on parle du génocide des Juifs en Europe, on dit Auschwitz et le ghetto de Varsovie. Ce sont deux symboles de fait majeurs qui donnent l'image de ce qu'ont été ce temps. Et je crois que Bicêtre, parce que le ghetto de Varsovie, on a fêté son 75e anniversaire, c'est en fin de ghetto, c'est 120 jeunes juifs qui prennent les armes et qui tiennent plus d'1 mois. Voilà. Là, c'est 60 000 enfants, femmes, hommes, qui chaque jour repoussent les assauts des génocidaires. Chaque jour. Chaque jour. Alors, durant les 100 jours, c'est pas chaque jour pareil. C'est pas chaque jour pareil, je ne vais pas le développer en détail. Mais, et au début, la défense est efficace. Alors, ils ont une tactique, ils ont trois rangs, il y a les hommes devant, il y a les femmes derrière, parce qu'ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas d'armes à feu, ils ont des lances. Justement, les autres, ils sont armés. Ils ont des lances. Oui, mais ce sont des collines. Là, ils ont mis en place une stratégie, des tactiques, avec 3 rideaux, donc, hommes, femmes, qui donnent les pierres, c'est surtout les pierres qui ont été utilisées. Il y a beaucoup de pierres sur ces collines. Donc, on donnait les pierres aux hommes, et les enfants derrière qui allaient chercher les pierres, etc. Donc, c'était organisé comme ça. Tout le monde y allait. Tout le monde y allait. Vraiment, vous voyez, 60 000 personnes, tout le monde y allait. 60 000, c'est la population de Limoges. Et lorsque alors vous voyez bien, c'est des collines assez pentues, c'est difficile à jeter des grenades parce que ça retombe sur la gueule des assaillants. Enfin, vous voyez, il y a des gens déterminés. Les assaillants sont beaucoup plus pleutres que ça. Eux craignent pour leur vie, alors que les autres savent. Les autres ne se battent pas. Eux, là aussi, ça fait 30 ans que personne ne met un coup d'arrêt au processus génocidaire au Rwanda. Que des pays tels que la France, mais ça a été vrai pour la Belgique aussi, aident les génocidaires. Donc les gens n'ont pas beaucoup d'illusions. Hein. Edelman dit au ghetto de Varsovie, on ne se battait pas pour sauver notre peau, on se battait pour savoir comment mourir. Voilà. Et c'est les mêmes termes, Siméon donne les mêmes termes exactement,
Il dit on ne voulait pas mourir comme des mouches. On choisissait la façon de mourir. Mais en même temps, on faisait reculer pendant près d'un mois, jusqu'au début du mois de mai, les assaillants subissent des pertes. Parce qu'une fois que les assaillants quand même font la jonction, le mot d'ordre c'est justement, quand les assaillants arrivent trop près, tout le monde s'allonge. Les assaillants arrivent, tout le monde se lève, c'est la confusion chez les assaillants. Et ça permet justement d'aller au corps à corps et de faire refluer les... Alors avec des pertes, hein, bien sûr, avec des pertes. Il faut voir les conditions. Hein. Avril, c'est la saison des pluies. Et oui, c'était la- Il fait